Par un putain de mercredi matin à l'heure indue de 2h17, 17 gamins se sont purement et simplement évaporés. Les gosses évaporés composaient la totalité de la classe de C1 de Madame Justine Grandy. La totalité d'entre eux, à l'exception d'un seul môme du nom d'Alex Lily, a quitté sa putain de baraque en marchant. Ils se sont engouffrés dans les ténèbres étouffantes, courant comme de petits automates décélébrés, les bras pointés droit devant. C'était une scène tout à fait digne d'un film de mort-vivant, à la différence que celle-ci mettait en vedette une horde de mioches hauts comme 3 pommes. Personne n'avait la moindre putain de foutue idée de leur destination, ni de la puissance maléfique qui avait déclenché leur exode collectif. Le bled tout entier, sans grande surprise, a basculé dans une phase d'hystérie générale. Les autorités ont cuisiné l'enseignante Justine et l'unique enfant rescapé, Alex. Aucun des deux n'a pu livrer le moindre renseignement pertinent sur ces disparitions. Au même moment, une armée de parents enragés converge vers l'école pour une réunion stérile manigancée par le proviseur Marcus Miller. Pratiquement tous l'ont déjà désigné comme l'architecte de ce putain de désastre. Ils opèrent sous l'influence de l'illusion grotesque qu'elle aurait chuchoté une formule magique pour pousser leur précieuse progéniture à décamper. Ce petit jeu de blâme minable perdure bien que Justine soit tout aussi atterrée qu'eux. Elle est la putain d'institutrice de leur gosse, pas une marionnettiste qui orchestre un kidnapping de masse. Marcus, dans un semblant de compétence pathétique, essaye de protéger Justine de l'instinct de meurtre de ses parents. La fureur des géniteurs a grimpé au point d'exiger son incarcération. Justine, émotionnellement dévastée par ce calvaire, cherche du réconfort dans le goulot d'une bouteille. On la voit s'enivrer d'un col, son unique anesthésiant disponible face à un monde de souffrance. Comme si sa situation n'était pas déjà un putain de bourbier, elle se met à recevoir des coups de fil anonymes et menaçants de la part des parents. Il harcèle psychologiquement cette pauvre femme dont la classe entière vient de disparaître. Plus tard, alors qu'elle recherche frénétiquement un instant de répit chez elle, quelqu'un se met à tambouriner à sa porte. Elle se risque dehors pour découvrir qu'un enfoiré a barbouillé sa banole du mot sorcière. La ville tout entière a plongé dans une chasse aux sorcières moderne et pathétique, avec Justine comme proie désignée. Conséquence de cet acte de vandalisme, Marcus a suspendu Justine de ses fonctions à l'école. Il justifie ça comme une mesure indispensable pour la communauté, mais ce n'est qu'une reddition lamentable face à la vindicte populaire. Des rumeurs ont aussi fait surface concernant de prétendus antécédents de comportements inappropriés avec des élèves. Ces fautes ignobles incluent les gestes atroces de réconforter un élève en pleurs et de raccompagner un autre gosse chez lui en voiture. Donc, en résumé, elle manifestait une simple décence humaine qui est désormais retournée contre elle pour l'achever. C'est un amoncellement fumant de foutaise intégrale. Finalement acculée par ce harcèlement continu, Justine va porter plainte au commissariat. Elle a déposé une main courante pour la dégradation de sa voiture et les coups de fil menaçants qui n'arrêtaient pas. Elle est la victime incontestable de tout ce bordel, et pourtant on la traite comme la putain de responsable. Les flics, dans une démonstration ahurissante d'incompétence, semblent balayer sa plainte d'un revers de main indifférent. Cela ne signe que le commencement de sa chute éprouvante dans la démence collective de cette bourgade. Elle est totalement seule et terrorisée, cernée par une communauté qui exècre sa putain de personne. Son existence s'est instantanément changée en un véritable enfer de foutaise. La communauté même qu'elle s'est dévouée à servir est désormais résolue à l'anéantir. C'est une situation profondément merdique sans la moindre issue simple en vue. Plus tard dans la nuit, sombrant dans la solitude, Justine prend la décision calamiteuse de recontacter son ex. Son ancien compagnon était un flic du nom de Paul Morgan. Ils se donnent rendez-vous dans un bar, une idée de génie foireuse vu son penchant naissant pour la bouteille. Pour coiffer le tout d'idiotie, Paul est soi-disant un type qui lutte pour sa propre sobriété. Évidemment, ces deux modèles de discernement enchaînent une série de décisions spectaculairement pourries. Sans surprise, ils se replient chez elle et finissent par s'envoyer en l'air dans une baisse désespérée et insipide. C'est une étreinte frénétique et chaotique pour y prouver autre chose que ce désespoir qui ronge l'âme. Le matin suivant, Justine doit se farcir la marche de la honte pour le raccompagner chez lui. Cette unique nuit d'égarement catastrophique est vouée à lui revenir en pleine gueule plus tard. Plus tard dans l'après-midi, Justine a aperçu Alex qui rentrait seul chez lui. Son instinct protecteur, ou peut-être son besoin obsessionnel de réponse, prend complètement le contrôle. Elle se met à filer le pauvre gosse jusqu'à sa maison, une décision qui s'annonce indubitablement désastreuse. Arrivée à sa demeure, elle essaie de pénétrer à l'intérieur, sonnant à la porte de façon compulsive et répétée. Un silence inquiétant est sa seule réplique, accentuant l'aspect sinistre de la scène. En jetant un œil par une fenêtre, elle a vu 2 silhouettes sur le canapé assises de façon totalement figée. Elle les identifie comme les parents d'Alex, immobiles tels une paire de putains de mannequins de vitrine.
Ce spectacle étrange est assez perturbant pour la décider enfin à déguerpir. Elle a aussitôt relaté ce qu'elle avait vu à son directeur, Marcus. Marcus, sans doute excédé par son comportement erratique, lui intime l'ordre de rester putain de loin de la maison d'Alex. Il la rembarre, estimant qu'elle ne fait que chercher les ennuis et inventer encore plus de foutaises. Alors, quelle est la suite logique pour Justine? Un pèlerinage chez le caviste, bien entendu. Dans le magasin, elle s'est retrouvée nez à nez avec la femme de Paul, Donna. Donna sait de toute évidence que son minable de mari a couché avec Justine. Dans un accès spectaculaire de fureur jalouse, Donna empoigne une bouteille de vodka et en asperge Justine. L'employé du magasin est contraint d'intervenir et de maîtriser cette femme désaxée avant que l'agression ne s'envenime. Justine ne peut décidément pas trouver un putain d'instant de répit dans cette ville de malheur. Cette nuit-là, son traumatisme et sa tension accumulée se matérialisent en un cauchemar absolument terrifiant. Elle a fait un songe effroyable où elle pénétrait de nuit dans sa salle de classe déserte. Ses 17 élèves volatilisés sont tous là, assis silencieusement à leur bureau, tête baissée dans une scène foutrement sinistre. C'est une putain de vision d'épouvante, tout droit sortie d'un script de film d'horreur. Puis Alex, l'unique enfant épargné par ses foutaises, relève la tête pour croiser son regard. Sa figure est grimée d'un maquillage de clown grotesque et profondément perturbant. Justine se réveille en sursaut en nage, absolument terrorisée par cette apparition nocturne. Cependant, le cauchemar n'est même pas l'élément le plus effrayant de sa nuit. Alors que sa vue s'accoutume à la pénombre, elle aperçoit une femme rousse et sinistre cramponnée à son putain de plafond. Ce n'est pas un rêve, ce sont de véritables saloperies paranormales qui se matérialisent dans sa propre chambre. Le jour suivant, ignorant les ordres de Marcus, Justine a de nouveau filé Alex jusqu'à sa maison. Elle est totalement obsédée, incapable de chasser de son esprit l'image de ses parents catatoniques. Elle accule Alex, prétendument pour s'assurer qu'il va bien, mais en vérité pour lui extorquer des informations. Le gamin finit par céder, lui hurlant de cesser de le filer, putain. Il est manifestement terrorisé par quelque chose, et sa présence envahissante ne fait qu'aggraver sa condition. Justine a décidé de consacrer le reste de sa journée à épier la maison depuis sa bagnole. Elle y demeure désart, marinating dans l'alcool, jusqu'à perdre connaissance, par chance pour elle. Son existence est officiellement devenue une épave totale et spectaculaire. Tandis qu'elle était inconsciente dans sa voiture non verrouillée, une femme est sortie de la demeure des Lily. C'est la même connasse russe qui se trouvait sur son plafond la nuit d'avant. La femme s'est approchée du véhicule de Justine, a ouvert la portière et a tranché une mèche de ses cheveux. Voilà de la bonne grosse merde occulte qui se trame en plein cœur de la banlieue insipide. Justine est désormais un pion involontaire dans une machination surnaturelle profondément pourrie. Elle est si dépassée par ce foutoir qu'elle est absolument incapable de saisir la véritable ampleur de sa situation. On nous introduit alors Archer Graff, un autre parent qui perd rapidement sa putain de raison. Son fils, Matthew, faisait partie des 17 gamins qui s'étaient volatilisés. Archer est un de ses parents soi-disant affligés, mais il transforme son chagrin à un tout autre degré de folie. Il consacrait ses journées à visionner en boucle les enregistrements de surveillance de son fils quittant la maison. La vidéo montrait Matthew filant hors de la maison à 2h17 du matin en une ligne droite ininterrompue. Ce détail précis est putain d'étrange et défie toute explication rationnelle. Archer était entrepreneur, mais ses affaires avaient commencé à battre de l'aile. Il est incapable de se focaliser sur autre chose que l'unique mission de retrouver son fils. Dans l'espoir d'obtenir des renseignements, il s'est rendu au commissariat pour s'entretenir avec le capitaine Ed Locke. Sans étonnement, la police n'a strictement aucune nouvelle piste ni le moindre renseignement un tant soit peu utile à fournir. Ils sont tout aussi complètement paumés que n'importe quel autre habitant de cette putain de ville. Archer faisait partie des parents convaincus que Justine était la coupable. En réalité, il s'avère que c'est ce putain d'enfoiré qui a barbouillé sa bagnole du mot sorcière. Donc, il n'est pas seulement un père éploré, c'est aussi un salopard mal intentionné et rancunier. Cette nuit-là, il est hanté par un songe profondément troublant concernant son fils. Dans son rêve, il pourchassait Matthew à travers une forêt avant de se retrouver brusquement chez lui. Il a levé les yeux et a vu un fusil flottant dans les airs avec les chiffres 217 inscrits dessus. Le symbolisme ici est tellement lourd qu'on pourrait assommer un hippopotame avec. Dans le songe, Matthew était de retour dans sa chambre, endormi dans son lit. Un Archer en larmes confesse son amour pour son fils, un sentiment qu'il admet ne pas avoir assez exprimé dans la vie réelle. C'est un instant d'émotion brute, rongé par la culpabilité, qui expose ses défaillances parentales. Mais quand Archer éclaire le visage de Matthew, il se prend une monumentale gifle mentale. À la place de son fils, il trouve la même connasse rousse et sinistre que Justine a rencontrée, lui souriant comme une psychopathe avérée. Ce cauchemar renforce sa conviction qu'une merde vraiment maléfique est à l'œuvre. Poursuivant son enquête, Archer a rendu visite à la famille Bailey, une autre famille dont l'enfant avait disparu. Il a demandé à Gary et Erica Bailey l'autorisation de consulter leurs enregistrements de sécurité.
Erika est visiblement mal à l'aise avec la requête, mais son mari, Gary, lui accorde stupidement l'accès. Leur fille avait également couru en ligne droite exactement comme son fils Mathieu l'avait fait. Cette découverte confirme un schéma troublant et Archer commence à relier les putains de points. Il a utilisé une carte pour tracer les trajectoires des enfants et trouver leurs points de convergence. Il mène à lui seul un travail d'investigation plus compétent que l'intégralité du commissariat de police inepte. Plus tard, Archer est entré dans une station-service et a vu Justine faire le plein de sa voiture. Il l'interpelle et elle se crispe instantanément, se préparant à une nouvelle volée de bois vert. Elle s'attend sans aucun doute à ce qu'il vienne la traiter de sorcière en face cette fois-ci. Mais alors, l'enfer se déchaîne de la manière la plus spectaculairement inattendue qui soit. Ils ont alors vu le directeur Marcus courir vers eux, les bras tendus comme les enfants. Ses yeux sont horriblement injectés de sang et sa course le mène directement sur Justine. Réagissant vivement, Archer a plaqué Marcus, le projetant loin de Justine. Justine, absolument pétrifiée, se réfugie dans la supérette pour échapper à ce bordel. Dehors, Archer luttait pour maîtriser les directeurs aux yeux sanglants. C'est l'instant précis où leurs chemins distincts convergent violemment, les forçant à admettre la réalité plus vaste et démente. Le récit opère alors un retour en arrière pour montrer la journée spectaculairement merdique de Paul avant son rendez-vous avec Justine. Il était au poste de police en discussion avec le capitaine Locke avant de commencer sa ronde. Pendant sa patrouille, il a vu un jeune homme nommé James tenter de s'introduire dans un bâtiment. Prend à confronter le jeune, un toxicomane qui a immédiatement pris ses jambes à son cou. Une course-poursuite à pied s'ensuit, qui se termine par Paul plaquant James au sol avec une force excessive. C'est le moment exact où les événements prennent une tournure sérieusement merdique pour ce flic. En fouillant les poches de James, Paul s'est piqué le doigt sur une seringue hypodermique usagée. Le flash instantané de terreur et de rage pure est palpable alors que la réalité de la situation le frappe. Il perd complètement les pédales et frappe violemment James en plein visage. Il se souvient alors que sa propre putain de caméra de tableau de bord enregistre toute l'agression. Réalisant qu'il vient de filmer son propre crime, Paul prend une décision désespérée et égoïste. Il déclare qu'ils sont désormais quittes et ordonne à James de foutre le camp de Maybrook pour de bon. C'est une manœuvre pathétique pour se couvrir le cul et effacer la preuve de sa brutalité policière. Après ce charmant épisode, il enchaîne avec son rendez-vous avec Justine et finit dans son lit. Le lendemain matin, à son retour chez lui, sa femme Donna semblait savoir qu'il avait été infidèle. Cet homme, visiblement, est constitutionnellement incapable de faire quoi que ce soit sans tout foutre en l'air. Plus tard au poste, le capitaine Locke le démolit, ayant quand bien eu vent de l'incident avec James. La vie pathétique de Paul s'écroule à la même vitesse que celle de Justine. Alors qu'il sort en boitillant, bouillonnant de rage, il aperçoit un visage familier et malvenu. Il a vu James, le toxico qui l'avait agressé, se diriger vers le poste de police. Paul, consumé par un accès de rage pure et irréfléchie, se lance immédiatement à sa poursuite une fois de plus. Il est sur le point de commettre une autre erreur monumentalement stupide et violente. Ce flic est un danger public ambulant qui ne demande qu'à exploser. Ses vies personnelles et professionnelles implosent simultanément dans un brasier spectaculaire. Et tout est sur le point de devenir exponentiellement pire pour cette catastrophe sur pattes. On nous offre alors un aperçu de l'existence absolument pathétique de James. C'était un toxicomane qui vivait dans une tente au fond des bois. Il passe ses journées à tenter de refourguer des babioles sans valeur pour financer sa prochaine putain de dose. Après sa rencontre délicieuse avec l'officier Paul, une idée désespérée germe dans l'esprit de James. Il décide de cambrioler la résidence des Lily à la recherche de n'importe quelle merde de valeur qui peut écouler. Il croit à tort qu'il s'agit juste d'une autre maison vide, bonne à être pilée. Il ne pourrait pas se tromper plus catastrophiquement, putain. James s'infiltre dans le sous-sol et ce qu'il y découvre est la matière même des cauchemars. Il a trouvé les 17 enfants disparus debout dans un état catatonique. Ils se tiennent simplement dans l'obscurité, silencieux et immobile, comme une collection macabre de poupées grandeur nature. Avant qu'il ne puisse pleinement assimiler cette scène horrifiante, il est abordé par Monsieur et Madame Lily. Les parents se matérialisent depuis les ombres et commencent à s'avancer vers lui comme une paire de putains de zombies. James, complètement terrifié, décanille pour sauver sa peau et parvient à s'échapper de la maison. Alors qu'il regagne en courant sa tente minable dans les bois, il est témoin d'une autre merde bien tordue. La sinistre femme rousse est là, debout, lui faisant un signe de la main avec un sourire profondément malveillant. Toute cette situation sombre rapidement dans un territoire profondément obscur et périlleux. Peu de temps après, James apprend l'existence d'une putain de récompense de 50 000 $ pour toute information sur les enfants disparus. Soudainement, sa terreur abjecte est éclipsée par son besoin désespéré et dévorant de ce putain de fric. Il a décidé de se rendre au poste de police et de rapporter ce qu'il avait trouvé. C'est précisément là que Paul le repère une fois de plus et perd complètement sa putain de tête.
Paul le poursuit jusqu'à son campement fortune dans les mois. Il tabasse James, enragé que le toxicomane ait osé réapparaître dans sa juridiction. Pendant que Paul le rouait de coups, James a crié qu'il savait où se trouvaient les enfants disparus. Cette confession désespérée arrête Paul net dans son élan. Peu de temps après, Paul conduisait vers la maison des Lily avec James à l'arrière de sa voiture de patrouille. Il est entré dans la maison pour enquêter, laissant James enfermé dans la voiture. Plusieurs heures se sont écoulées et Paul n'est pas revenu de la maison. Finalement, la porte d'entrée s'est ouverte et Paul est sorti de la maison. Mais il n'est plus le même homme, il est désormais dans une transe complète et totale. Le policier s'est approché de la voiture, a ouvert la portière arrière et a commencé à traîner James dehors par les pieds. Il traîne le toxicomane hurlant à l'intérieur de la maison des horreurs et la porte se referme dans un claquement final glaçant. Le récit effectue un retour en arrière sur Marcus dans un supermarché avec son mari Terry. Il était au téléphone avec Justine alors qu'elle lui relatait ce qu'elle avait vu à la maison des Lily. Un Marcus sceptique a accepté de rencontrer Alex et ses parents lundi pour investiguer. Il essaye d'agir en directeur responsable, mais il est complètement ignorant de l'horreur qu'il est sur le point de rencontrer. Lundi, Marcus attendait dans son bureau que la famille Lily arrive pour leur réunion. Mais les parents, sans surprise, ne se sont pas du tout présentés. À la place, il est accueilli par la sinistre et connasse Rose elle-même. Elle se présente comme la tante d'Alex, Gladys, et c'est un cauchemar sur pattes. Gladys a dit que les parents d'Alex n'étaient pas bien et ne pouvaient pas assister à la réunion. C'est, sans conteste, le plus colossal euphémisme du siècle. Plus tard dans la journée, Gladys est arrivée à l'improviste chez Marcus et Terry pendant qu'ils déjeunaient. Elle paraissait bouleversée et a débité une histoire larmoyante demandant un verre d'eau. C'est un cliché classique de film d'horreur, et ces deux crétins finis tombent dans le panneau. Une fois à l'intérieur, elle a spécifiquement demandé un bol d'eau au lieu d'un verre. Puis, la performance rituelle vraiment merdique commence. Gladys a sorti un couteau, s'est entaillé la main et a mis son sang sur un petit bâton tiré de son sac. Avant que Marcus ou Terry ne puissent piger ce qui se passe, putain, elle coupe adroitement une mèche de cheveux de Terry et l'enroule autour du bâton ensanglanté. Marcus, son cerveau lent finissant par se connecter, réalise que ce n'est pas normal et menace d'appeler la police. En réponse, Gladys a sorti une petite cloche ornée et l'a fait tenter. Le son de la cloche a fait figer Marcus sur place. Avec un sourire triomphant et maléfique, elle brise le bâton orné des cheveux de Terry. Le résultat de cette action est à la fois immédiat et profondément horrifiant. Marcus est soudainement et violemment contraint d'attaquer son putain de mari. Il a commencé à vomir une substance épaisse et noire sur Terry. Il l'a ensuite frappé à plusieurs reprises à la tête avec une grande force jusqu'à ce que Terry soit mort. C'est l'un des meurtres les plus brutaux et les plus choquants jamais filmés. Marcus vient d'être utilisé pour assassiner brutalement l'homme qu'il aimait, putain! Gladys a ensuite sorti un autre des petits bâtons en bois. Elle a enroulé la mèche de cheveux de Justine autour du nouveau bâton. Elle a brisé le second bâton, ce qui a envoyé Marcus en transe pour trouver et tuer Justine. Cette action est le catalyseur direct du chaos démentiel à la station-service. Marcus sprint avec des yeux injectés de sang, traquant Justine avec un objectif unique et meurtrier. Archer l'a plaqué dans son réfrigérateur à boissons, ce qui a permis à Justine de s'échapper. Mais Archer, jouant les héros crétins, poursuit le directeur possédé dans la rue. Dans un moment de justice poétique magnifiquement gore, une voiture qui fonce à toute allure pulvérise Marcus. L'impact l'a tué sur le coup, mettant fin à son assaut. Quelle putain de façon spectaculaire de tirer sa révérence. Après être allés à l'hôpital, Justine et Archer se sont parlé. Ils mettent de côté leur animosité à la con et acceptent de résoudre cette putain d'énigme ensemble. Archer, lui, a montré sa carte où il avait tracé les trajectoires à partir des enregistrements de surveillance. Justine a regardé le point où les lignes se croisaient et a reconnu l'endroit. C'est la putain de maison des Lily, l'épicentre de toute cette folie. L'histoire revient alors en arrière pour montrer les événements du point de vue d'Alex. Alex était un enfant calme et solitaire qui était souvent harcelé à l'école. Le principal responsable de son harcèlement était le fils d'Archer, Matthew. Ses parents étaient amicaux et aimants, semblant former une famille normale. Mais ils informent alors Alex que sa tante Gladys vient s'installer chez eux, prétextant sa mauvaise santé comme une excuse à la con. Dès l'instant de son arrivée, l'atmosphère devient incroyablement et profondément merdique. Alex jette un coup d'œil dans sa chambre et découvre que ses cheveux roux flamboyants sont en fait une putain de perruque. Il a vu qu'elle gardait un petit arbre sec dans sa chambre et en prélevait des branches pour ses rituels. Ce n'est pas une tante malade, cette femme est une putain de sorcière pratiquante. Un jour, Alex est rentré de l'école et a trouvé ses deux parents dans un état catatonique. Pendant ce temps, Gladys apparaît visiblement plus dynamique et plus forte, la salope suceuse de vie. Elle siphonne très clairement leur force vitale ou une autre forme de connerie surnaturelle. Quand Alex proteste et exige de savoir ce qu'elle a fait à ses parents, Gladys offre une démonstration glaçante de son pouvoir. Elle a brisé un des bâtons, ce qui a provoqué ses parents à commencer à se poignarder avec des fourchettes. Elle stoppe leurs actions juste avant une blessure permanente, prouvant son contrôle absolu et terrifiant.
Gladys a ensuite menacé de tuer ses parents s'il révélait ses secrets à quiconque. Le pauvre gamin est maintenant piégé dans une situation impossible et absolument terrifiante. Alex a été contraint de garder le silence et de s'occuper de ses parents inertes, y compris de les nourrir. Finalement, alors que la force de Gladys déclinait, elle a eu besoin de puiser plus d'énergie chez les autres. Elle a dit à Alex de prendre un objet personnel de chacun de ses camarades de classe. Elle a promis que s'il le faisait, sa santé reviendrait et elle s'en irait. Se sentant désespérée, Alex est allé à l'école et a volé les étiquettes nominatives des casiers de chaque élève. Gladys prend ces étiquettes, les déchiquette et les utilise pour créer une concoction magique merdique. C'était le rituel qui a invoqué les 17 enfants à la maison des Lily à 2h17 du matin. De retour au présent, Gladys a positionné Monsieur et Madame Lily derrière une ligne de sel protectrice. Elle prévient Alex que s'il franchit cette ligne, ses parents seront lâchés sur lui. À cet instant précis, Justine et Archer prennent la décision fatidique de s'introduire dans la putain de maison. Alors qu'ils entrent, Justine franchit par inadvertance une autre ligne de sel positionnée près de la porte, comme une vraie conne. L'action a déclenché Paul et James qui attendaient en embuscade et qui ont commencé leur attaque. Simultanément saisissant son opportunité, Alex franchit délibérément la ligne de sel devant lui dans un acte de pur va te faire foutre. Ce seul acte de défi brise la transe de ses parents et les pousse à le pourchasser. L'enfer s'est maintenant officiellement déchaîné sur de multiples fronts chaotiques. Justin, enfermé dans une lutte désespérée pour sa vie contre Paul, attrape un putain d'épluche-légumes dans la cuisine. Elle lui a tailladé le visage avec l'éplucheur avant de prendre son arme et de lui tirer dessus. L'acte est à la fois absolument répugnant et étrangement profondément satisfaisant. Pendant ce temps, Archer s'est battu avec James et leur combat s'est déplacé au sous-sol. Justin, maintenant armée et dangereuse, fait sauter la cervelle de James d'une seule balle avant d'aller gérer la situation d'Alex. Au sous-sol, Archer a trouvé les enfants catatoniques avant d'être attaqué par Gladys. La sorcière malveillante le trouve en premier et applique rapidement sa magie noire. L'Archer fraîchement possédé monte les escaliers et commence immédiatement son assaut sur Justine. C'est un putain de scénario de cauchemar complet, car son principal accusateur essaie maintenant activement de la tuer. Pendant le combat, Alex est enfermé dans la salle de bain avec un objet important. Il possède une branche prise du propre putain d'arbre rituel de Gladys. Il se pique le doigt, oint la branche de son sang et enroule une mèche de cheveux volés de Gladys autour. Le petit malin, putain! Il brise alors la branche en deux, exécutant efficacement un puissant contre-rituel. Gladys ressent un changement immédiat et violent alors que son propre pouvoir se retourne pour la frapper. Les 17 enfants dans le sous-sol se sont soudainement réveillés de leur transe. Ils commencent à sortir en trombe du sous-sol, leur regard collectif fixé sur une seule cible, Gladys. La méchante sorcière fuit la maison dans un état de panique absolu et abject. Elle a couru à travers les jardins voisinants, mais les enfants ont continué à la pourchasser. Ils crient et fracassent les fenêtres et les clôtures, une terrifiante armée de petite taille déterminée à se venger. Ils ont finalement attrapé Gladys et l'ont tuée. C'est une fin brutale, sanglante et sauvagement appropriée pour le monstre qui les avait tous terrorisés. Sa mort a immédiatement rompu le sort qui pesait sur Archer et les parents Lily. Justine est montée à l'étage et a trouvé Alex serrant ses parents dans ses bras qui étaient maintenant libérés de l'enchantement. Archer descend au sous-sol, trouve son fils Matthew parmi les enfants libérés et ramène le petit con chez lui. La narration finale d'une petite fille explique lucidement les sombres répercussions de ces événements. Les parents d'Alex ont été si traumatisés par l'expérience qu'ils ont dû être hospitalisés. Alex réside maintenant avec une tante différente et vraisemblablement non pratiquant de la sorcellerie. Les 16 autres enfants ont été réunis avec leurs familles soulagées. Certains d'entre eux ont recommencé à parler après leur supplice. C'est une conclusion profondément douce amère à une histoire véritablement et profondément merdique. La ville de Maybrook porte désormais les cicatrices permanentes infligées par la sorcière qui a vécu parmi eux. Justine a finalement obtenu sa réhabilitation, mais cela a eu un coût personnel putain de terrible et injuste. Archer a récupéré son fils mais a été contraint d'affronter la réalité de son propre comportement de merde. Et un petit garçon a été forcé de devenir un putain de héros pour sauver tout le monde d'un véritable enfer sur Terre. Toute cette putain d'affaire était un vortex chaotique de deuil, d'hystérie de masse et d'horreur surnaturelle. Cela sert de démonstration saisissante de la rapidité avec laquelle une communauté peut s'autodétruire lorsqu'elle est confrontée à l'inconnu. Et cela prouve que parfois, le monstre n'est pas une métaphore intelligente, mais une véritable connasse rousse vivant juste à côté. Quel putain de périple incessant ce fut du début à la fin. C'est un putain de miracle que l'un d'eux ait survécu à cette épreuve. Le film délivre une leçon brutale et sans concession sur les dangers de l'esprit de meute et de la part incontrôlée. En fin de compte, il a fallu le courage d'un seul enfant pour démanteler le mal qu'un adulte avait déchaîné sur eux tous. L'histoire se termine en suggérant une réalité sombre cachée sous la surface de la banlieue paisible. On ne sait jamais vraiment quel genre de dépravation merdique se déroule derrière les portes closes de son propre voisin.
Les survivants ont été laissés à reconstruire leur vie après les événements. Et le souvenir glaçant de 2h17 du matin entra à jamais la putain de ville de Maybrook.